On parle souvent de la guerre avec des cartes, des stratégies, des territoires, des accords, mais rarement avec le corps d'une femme. Aujourd'hui, nous parlons d'un roman où la guerre ne passe pas par les armes, mais par les blessures qu'elle laisse dans les vies. Bahar et Bourha, l'histoire d'une jeune fille fragile, enceinte de son bourreau, une jeune fille qui choisit pourtant de porter la vie dans un monde qui semblait avoir abandonné la sienne. Mais ce roman ne parle pas seulement de maturité, il parle de guerre, de traumatisme, de mémoire et surtout d'humanité. Alors, une question demeure. Comment continue-t-on à vivre quand la violence a déjà traversé le corps et l'âme? Mesdames et messieurs, voici la question d'aujourd'hui. Bienvenue dans Les Mots en Liberté. Aujourd'hui, nous recevons le romancier Steve Aganzé. Mes salutations, Steve Aganzé. Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis honoré. Merci à toi, Steve Aganzé. Chers téléspectateurs, voici les livres. Bahar et Bourha, de Steve Aganzé, prix littéraire Voix de la vocation 2025. N'hésitez pas à vous procurer de ces livres. Déjà, je tiens à signaler que ce livre est parcouru par une certaine dimension d'empathie. Alors, quand vous le lirez, et un papier mouchoir pour pleurer. Poursuivons avec Monsieur Steve Aganzé. Avant de parler de votre livre, vous avez écrit ces chefs-d'œuvre pour parler d'une guerre ou bien justement pour sauver une mémoire? C'est plutôt pour la mémoire, parce que la guerre, à l'heure où on parle, elle est toujours là. On dit qu'elle dure depuis plus de 30 ans. Moi, j'ai écrit ce roman pour essayer d'humaniser les chiffres. Okay. Humaniser les chiffres. Ouais, parce qu'à chaque fois qu'on parle du Congo, on dit qu'il y a eu plus de 11 millions de morts, plus de 500 000 femmes qui ont perdu leur dignité dans les cris et dans le sang. Donc j'essaie de donner une vie au moins à toutes ces personnes qui disparaissent, parce que souvent derrière ces données statistiques, on oublie qu'il y a des familles qui pleurent, c'est toute une nation qui pleure. Et j'ai fait mon travail comme ça pour que l'empathie ne meure jamais, pour qu'on ait tous cette capacité de se mettre dans la chair de l'autre, ressentir avec l'autre, apprendre avec l'autre, vivre et grandir ensemble. Très bien, très très bien. Alors, chers téléspectateurs, nous comprenons ensemble avec Steve Aganzé que souvent on relate la réalité de l'Est, la République démocratique du Congo, on relate cette hécatombe en chiffres. Mais les chiffres ne pleurent pas. C'est ce que nous apprenons aujourd'hui. Alors, cher Steve, vous avez choisi un roman très réaliste. Pourquoi est-il important pour vous de raconter cette histoire sans embellir la douleur? Ouais. C'est important, mais surtout, j'étais conscient en tant qu'homme des limites que m'impose mon propre corps. Donc, j'ai fait un travail d'imagination et d'empathie, de me mettre à la place de cette jeune fille, parce que à chaque fois qu'éclate une guerre quelque part, un conflit, je crois que c'est toujours les femmes et les enfants qui sont sur la première ligne, parce qu'ils représentent à la fois les deux vulnérabilités aux yeux de ces hommes qui débarquent souvent sans uniforme, sans tenue, qui commettent des atrocités. Ouais. Et pour moi, un écrivain, je suis plus rapporteur qu'écrivain, parce que c'est la société elle-même qui se raconte à travers ma plume. Donc j'observe les faits, je prends une certaine distance. C'est essentiel, parce que c'est pas aisé de voir le cadre lorsqu'on est sur la photo. Donc je vois les faits qui sont là, j'observe et je rapporte simplement ce qui est là, par la fiction. D'accord. Alors, cher Steve, votre livre, lorsqu'on vous lit, évidemment, comme je le signalais au départ, c'est de l'empathie. On ressent ça, on a l'impression de vivre, d'être vraiment avec ces victimes de la guerre à l'est de la RDC. Alors, vous avez choisi de quitter les chiffres pour l'empathie, pour quelque chose d'intime, raconter l'intérieur, habiter le corps de ces femmes-là ou de cette femme-là, Bahar et Bourha. Est-ce pour vous un moyen de déranger ou tout simplement que la littérature doit déranger, pour être honnête?
Je crois que la littérature n'a pas pour vocation de donner une leçon morale. Et si elle dérange, tant pis. Elle dérange donc parce qu'elle touche quelque chose qui, un livre qui nous laisse indifférents, ne peut pas nous déranger, voilà. Mais on écrit toujours avec nos démons, je dois dire. Pour écrire Pas les anges? Les anges sont insipides quelque part. On a plus à apprendre de nos démons parce que on apprend à se connaître dans l'enfer, au Et cœur même de l'enfer. les démons des Bahari Bourra, c'est cette empathie-là parce que ça donne l'impression qu'on va pleurer. Mais oui, j'avais 14 ans, en 2014 ou 15, lorsque le Nigeria faisait l'actualité internationale. Le groupe terroriste, que je me garde de citer à la télé, avait enlevé plus de 276 lycéennes à Chibok dans l'état de Borno. Et à l'époque, je lisais, j'ai toujours lu des articles sur les faits. Et la plupart de ces jeunes filles enlevées, une fois libérées et enceintes, elles refusaient d'avorter. Donc je me demandais, mais quelle vérité elles découvraient sur elles-mêmes, sur leur propre humanité, au cœur même de l'enfer. Et lorsque j'ai découvert que dans notre pays, un certain groupe terroriste ayant prêté allégeance à l'État islamique et donc adoptant leur méthode, manière de faire, et enlevé donc les jeunes filles et les enfants, et que la plupart aussi revenaient enceintes, et qu'elles refusaient d'avorter, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive cette histoire, parce que ça me parle à moi-même, ma mère qui m'a élevé seule, donc je me suis posé plusieurs questions dans ma vie, et la littérature aussi nous aide dans ce sens-là, elle nous met face à nous-mêmes, et donc toutes les questions qu'on se pose, on trouve nos petites réponses en écrivant quelque part, parce que c'est une manière de d'épancher le cœur. Et d'accord, là-dessus, on comprend, comme le disait l'écrivain Nazan Tata, que l'écrivain, c'est tout un processus. On est habité par les livres qu'on a eu à lire et par le vécu du quotidien. On part toujours de soi pour raconter, pour embrasser cet univers. Alors vous, votre histoire, Bahari Bourra est né de cet événement affreux qui vous a vraiment affecté, l'enlèvement de plusieurs jeunes filles au Nigeria et qui au final en sortaient enceintes. Et malgré cela, elles tenaient à avoir leurs enfants. Ouais. Ça, c'est vraiment très fort. Alors, Bahari Bourra garde cet enfant malgré les risques. Elle était fragile. Que voulez-vous dire sur la maternité à travers ce choix? Elle le garde malgré malgré son corps très fragile. Et malgré les conséquences, parce qu'elle sait ce qui l'attend à la fin. Mais comme le disait Marguerite Duras dans L'Amant, dans certains coins du monde, à 18 ans, c'est trop tard. Bahari Bourra a l'âge qu'il a, et elle s'est dit, si ma vie est finie à 18 ans, pourquoi devrais-je interrompre une autre vie? Elle essaie simplement de lui donner la chance à cet enfant qu'elle-même n'a pas eu, une manière pour elle, et finalement, comme pour toutes les jeunes filles qui reviennent comme ça, de prolonger leur existence à travers leurs enfants. Vous imaginez, chers téléspectateurs, vous avez à peine 18 ans, vous êtes enlevé et vous êtes fille. Vous devenez enceinte de votre bourreau et vous décidez quand même de porter cet enfant, de le chérir. Ça, c'est très fort. C'est vraiment de l'empathie et puis ça, c'est vraiment de l'humanité. C'est de l'humanisme. Comme je l'ai dit tout au départ, ce roman aborde aussi une question sur l'humanité. Alors, on va devoir lire quelques mots. Monsieur Steve Aganzé va nous lire quelques mots de son propre livre. Bahari Bourra ne détournait les yeux de l'écran que par crainte. Elle refusait de voir. Elle refusait de distinguer ces notes triviales et monotones émanant de son ventre. Un cœur autre que le sien battait. Son attention errait partout, sauf sur son propre corps à moitié dénudé, dont les stigmates laissaient subsister une parcelle de beauté, d'harmonie, de perfection. Elle n'en avait plus honte.
Sa peur, son appréhension de l'avenir éclipsait ce qui lui restait de dignité. Était-il trop tard à 18 ans? Entendant les voix venant des autres pièces, elle pouvait faire correspondre chacune à un visage, un nom. Et, tandis que le médecin échangeait des expressions préoccupées avec Sophia en analysant les clichés, elle s'y prêta à l'exercice. Non loin d'elle, quelqu'un s'exclama en swahili, exprimant le désir d'une bière. Niko na kiu ya pombe, mganga. Eliane Kazindo, pensa-t-elle, toujours en quête d'ivresse. Dans la pièce adjacente, une autre voix tentait de réconforter une femme plus âgée, plus marquée par la vie, plus résignée, plus blessée. On a déjà échappé au pire. Tulishaponyoka. Esther Mapendo, une âme altruiste. Elle demeura ainsi, son attention s'étendant au loin, après avoir sémé cette question. Qu'es-tu devenu, Kabelia? Un instant, elle s'aperçut que ses lèvres s'entrouvraient sans qu'il en ait conscience. Très bien. C'est un extrait de Bahari Bourra. Cet extrait est lu par l'auteur lui-même. Alors là, il y a une phrase, de quelques mots que j'ai retenus. Il y a un autre cœur qui respirait dans Bahari Bourra. Donc ça montre, comment je dirais, ce côté d'altruisme, le côté altérité de Bahari Bourra, malgré la violence, malgré les difficultés de la vie, mais elle tient quand même à laisser quelqu'un d'autre, à cet enfant qui va naître, cet enfant qu'elle n'a pas voulu, qu'elle n'a pas choisi, continuer à exister en elle. Alors, dans la vie, dans un monde violent, évidemment, est-ce que accepter de porter un enfant qu'on ne désire pas est un acte de courage ou de résistance? Les deux. C'est un acte de courage, d'ailleurs pour toutes les femmes, même celles qui sont dans des bonnes conditions. Porter la vie, porter un enfant, choisir de mettre au monde, c'est un acte de courage, un acte que je respecte profondément. Et pour mon premier roman publié, il fallait que je raconte cette histoire, finalement, parce que donner la vie, c'est... on donne la vie parce qu'on a choisi de laisser une part de sa propre existence. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, on va poursuivre avec la lecture de notre passage de ce livre. Voilà. Je lis. Le ciel était obscur. Une première goutte, je sursaute. Une deuxième goutte, je tressaute. Une troisième goutte, je grelotte. Une trempe, je panique. Ma marchandise de rien du tout, mon argent, mes cheveux, ma fragile santé. Je regarde à gauche, à droite. Le bar s'en éteint. La rue est sombre, se confondant avec le firmament. Je m'abrite devant le bar le plus proche. Sauvé, la pluie ne m'attend pas. Mais je suis un peu trempé. Il fallait traverser la rue. Je tourne le dos au bar pour ma sécurité. La porte grince, elle murmure. Viens, tu vas tomber malade, jeune fille. Le temps de répondre, il met ma grippe. Elle me tire. Je me retire. Non, je suis bien dehors. C'est gentil, je t'ai dit que tu vas tomber malade. J'inhale la cigarette. Ma mère va me tuer. Maman dit que quand un homme ingère de l'alcool, c'est son serpent qui parle à sa place, qui pense à la place de son cerveau. Je ne veux pas contrarier le serpent. J'obtempère. Ma première fois dans un bar. Il me débarrasse. Les ténèbres. Mais dehors, l'orage. Un éclair me fait découvrir des visages jusque-là tapis dans l'ombre. Encore le noir. Les bouts de cigarettes scintillent. Je croise les jambes.
Je prie qu'il ne me vole pas mon argent. Dis donc, tu es si timide? Non, je ne me sens pas bien. Viens par ici. Non, je suis bien ici. D'accord, je vais venir vers toi. On va jouer. Je joue seulement avec notre petit dernier. Il s'appelle Kasereka. Ah bon? Voilà une irresponsable. Je me lève. Il avance. Je recule. Il progresse. Je me heurte contre le mur. Il m'atteint. Je joins mes mains sur ma poitrine pour protéger mon gars. Je m'accroupis. Je ferme les yeux et je prie. Sa braguette m'alerte. Je prie. Il sifflote. Le serpent flasque. Il le saisit fermement et me fouette la tête avec. Je ne suis plus d'arrêter. Il verse son whisky mal distillé sur moi. Oups! Tu vas devoir me rembourser. Tu vas devoir nous rembourser. On t'abrite ici. Tu crois que c'est pour rien? Ayez pitié de moi, messieurs. Messieurs? Elle a de l'imagination, la fillette. Messieurs, fillette. D'une seule main, il me tire par les cheveux. Il me balance. J'atterris sur une table en bois. Je me relève. Il avance. Ils avancent. Je me couche. Le dehors est parsemé d'éclairs. Ils ont baissé leurs pantalons. Ils sont trois. Cette partie se termine. Ils ont baissé leurs pantalons. Ils sont trois. Alors, c'est une manière de raconter les viols avec beaucoup de retenue. Vous relatez les viols avec beaucoup de retenue. Là, on laisse les lecteurs deviner la suite. Merci pour cette lecture. C'est la première fois que quelqu'un lit ce livre devant moi. Donc, alors, ça me fait première plaisir. fois. Ouais, ça, toute Ah, d'accord. Mm. Vous parlez d'un traumatisme et de mémoire dans votre livre par ce passage. Votre roman parle du traumatisme individuel. Là, il s'agit d'une jeune fille qui est victime d'un viol. Pourquoi était-il important de montrer les blessures invisibles de la guerre? Comme je l'ai dit plus tôt, sur la première ligne, déjà catastrophe sociale, que ce soit la guerre ou quoi que ce soit, c'est toujours les femmes et les enfants qui sont là sur cette première ligne. Pourquoi toujours les femmes, les enfants? Parce que la nature en a voulu ainsi? Non, surtout pas. Et d'ailleurs, je l'ai dit, être une femme, ce n'est pas une vulnérabilité. Mais aux yeux de certaines personnes, c'est comme ça. Et pour une personne qui porte à la fois les deux vulnérabilités, à savoir une enfant comme Bahari Bour et une jeune fille, mais c'est la proie idéale. La proie idéale. Et heureusement, aux yeux de certaines personnes, c'est comme ça. Mais j'ai écrit ce livre justement pour montrer les affres de la guerre. Très bien. Ouais, parce qu'il y a toujours les conséquences. Le prix est toujours payé par les personnes qui n'ont rien à voir avec toutes ces histoires, avec la guerre, les minerais, le territoire, finalement. Et pas qu'au Congo, parce que le malheur n'est pas propre aux Congolais. Partout dans le monde, en Afghanistan, en Iran, en Colombie, dans tous les pays du monde, les femmes paient leur tribut. Or, l'humanité, si c'était un oxymore, son autre sens serait femme. Les femmes portent le monde. Et moi, je trouve que c'est vraiment dommage qu'elle ait à subir comme ça. Alors, cher Stevie Aganzi, lorsqu'on lit votre livre, lorsqu'on regarde le parcours de Bahari Bour avec les autres personnages aussi, on a l'impression de suivre un espoir, des gens qui souffrent et il y a l'espoir. Alors, peut-on reconstruire un pays? Il y a un espoir, il y a des personnes qui sont, je dirais, détruites, des personnes qui souffrent,
qui ont été enlevés, voilà, qui arrivent dans telle situation, dans tel lieu, etc. Dans leur envie de lire l'extrait d'une fille qui est victime de viol. Alors, peut-on reconstruire un pays sans, sans, sans réparer, je vais dire, reconstruire un pays sans réparer ces humains qui sont blessés? C'est peu probable, pour ne pas dire impossible. Les observateurs parlent de la guerre au Congo depuis plus de 30 ans, mais moi je vais plus loin. Depuis Léopold II, la colonisation, les mains Et donc, il y a une coupées. nécessité pour votre roman d'exister. Si on trouve une certaine nécessité, oui, sinon ce n'est qu'un roman, on dira. Mais les psychologues ont montré que le traumatisme parvient à s'accrocher à la structure même de notre ADN, non, à notre structure génétique. Nous tous, je crois, on a déjà eu le malheur d'être endeuillés. Et on voit ce que ça fait lorsque une seule personne disparaît dans une famille. Et imaginons le Congo, qui a pleuré d'abord plus de 11 millions de personnes à l'époque de Léopold II, et maintenant avec cette guerre, plus de 11 millions encore. Donc je dis le Congo est une nation traumatisée, parce qu'une nation, c'est seulement pour moi la somme de personnes qui composent ou qui vivent sur son territoire, sur cet espace. Avec tous ces traumatismes, le Congo est la jeunesse est traumatisée, il faut dialoguer, et la littérature, en attendant, ouvre un espace de dialogue, par exemple, c'est ce que nous faisons maintenant. Évidemment. Mais je crois, à long terme, il faudrait peut-être songer à une commission équité et réconciliation, comme c'est fut le cas en Afrique du Sud, au Canada, en Irlande et dans plein d'autres pays, au Maroc aussi, dans plein d'autres pays. Ouais. Réfléchir ensemble, dialoguer sans aucune volonté ni ambition politique, simplement pour se reconstruire d'abord en tant que personne. Très bien. Ouais. Alors, parlons un peu de la littérature africaine aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup d'auteurs africains, évidemment, écrivent sur les blessures sociales. Comme Bahari Bora, c'est une écriture sur les blessures sociales, évidemment avec cette voix, avec cette traversée de l'empathie. La littérature africaine est-elle devenue une littérature de mémoire et de résistance? Alors, on revient toujours là parce que on revient oui, toujours sur mémoire et résistance. Ça revient, mais je crois que chaque espace a ses spécialités. Si vous allez en Amérique du Sud, c'est le réalisme magique. En Europe, ils ont leur littérature. En Afrique aussi. C'est comme ça, parce qu'on ne peut pas écrire avec ce qu'on ne connaît pas, tu vois, ce qu'on ne maîtrise pas. Avant, j'écrivais, mais Bahari Bora a changé ma vie parce que j'ai écrit sur un sujet qui m'a toujours parlé. Voilà, la littérature, c'est ça. Elle ouvre une fenêtre sur les mondes au pluriel, mais il est important pour un écrivain de ne pas être victime ou prisonnier de son assignation identitaire ou culturelle. On écrit parce qu'on est libre, et un écrivain peut écrire sur n'importe quel sujet. Ok. Moi, j'ai des textes sur, voilà, un peu variés. Il se trouve que Bahari Bora est mon premier roman publié. Très bien. Alors, vous venez de dire que l'écrivain peut se permettre de parler de n'importe quel sujet. Je ne sais pas si c'est vraiment concret parce qu'il y a beaucoup de sujets d'actualité. Vous verrez que les écrivains n'en parlent pas. Et même ceux qui en parlent, il y a une certaine, je dirais, colonisation de la pensée. Ils vont toujours rester dans le cadre de, comment je dirais, dans le cadre de ce que tout le monde pense, ce que la société prend pour valeur. Alors, l'écrivain, souvent, ils sont restés à cette colonisation-là de relater un phénomène, un fait, toujours en restant dans ce que tout le monde pense, ce que tout le monde aurait aimé. Et non, c'est créer un truc, quand c'est toutes ces contradictions-là, faire voir aux gens, poser des questions, ou bien susciter à ce que le regard soit détourné ailleurs. Êtes-vous sûr vraiment que l'écrivain
ne peut pas se taire face à certaines réalités? Alors, Et si c'est là où vous y arrivez par hasard? l'écrivain ou le roman n'est pas un territoire idéologique et n'a pas pour vocation, surtout pas d'ailleurs, de donner quelques moralines à la fin. Comme je l'ai dit, on écrit parce qu'on est libre. Et libre à chaque personne de penser ce qu'elle veut sur un texte. Et comme me l'a dit Mustapha Fahmy à Marrakech, le postulat fondamental d'un texte, c'est de nous apprendre à poser des questions. Ok. Oui. Comme là, on a beaucoup de questions à vous poser, ça ne finira jamais. C'est ça. Parce que la littérature, finalement, nous met toujours face à nous-mêmes. Évidemment. Et donc, toutes ces questions, on se les pose nous-mêmes et on trouve nos propres réponses. Et dans la littérature, c'est comme qui dirait, vous voyez, il y a l'eau qui coule, et puis voilà, on va ouvrir quelque part, et il y a l'eau voilà, qui va se diriger autrement. Bon, et l'hémorragie, voilà, c'est comme des questions, on ouvre une porte, une boîte à questions, mais chacun trouve ses questions, chacun peut même s'y trouver des réponses. Mais la littérature, en soi, ne te donne pas de réponses, non plus les questions à elles-mêmes. C'est à vous de trouver les questions, c'est à vous de trouver des réponses. Absolument. Et comme je l'ai dit souvent, c'est un fleuve. Hein. Chaque écrivain que j'appelle abreuveur, il puise sa matière simplement. Il la travaille pour ensuite la déverser dans un fleuve qui coule depuis la nuit des temps, comme ça. Alors, parlons un peu de votre titre. Bahari Boura, c'est en Swahili. Pourquoi avoir choisi ce nom, Bahari Boura? Que représente-t-il symboliquement dans le roman? Et surtout que c'est votre premier roman. Souvent, les auteurs, lorsqu'ils commencent un premier roman, à partir du premier roman, on va suivre les autres romans et puis on aura toujours un petit détail qui va lier ces autres romans qui suivront au premier. Soit c'est une obsession, soit c'est un style, soit c'est un thème, soit c'est un genre, etc. Simplement parce que le nom, je crois, est l'une des choses qui nous précèdent dans ce monde. Je suis venu, on m'a appelé Steve Aganzé, vous êtes venu, votre nom était déjà là, vous ne l'avez pas choisi. Et avant d'écrire, moi je commence toujours par le nom du personnage principal et le titre du livre. Et il se trouve que c'est un roman éponyme, parce qu'il porte le nom du personnage principal. Et quelque part, c'est une forme d'allégorie sur notre pays, qui est beau, paradisiaque, vu de l'extérieur. Mais une fois qu'on atterrit, on découvre autre chose. En français, c'est Bel océan tranquille. Je voulais, Bel océan tranquille. Oui, Bahari Boura oui. veut dire bel océan tranquille. Alors, chez les téléspectateurs, le livre Bahari Boura, en français, signifie bel océan tranquille. On va découvrir en 2 secondes pourquoi ce titre. Pourquoi ce titre? Parce que c'est une forme d'allégorie sur le Congo. Quelque part, Bahari Boura, c'est notre nation congolaise. Et qui est belle, paradisiaque, tout ce qu'on veut, vu de l'extérieur. Mais une fois qu'on atterrit, on découvre autre chose. Très bien. Comme sa vie à elle, qui a tout pour être mirifique, mais finalement, par la force des choses, elle vient en faire. Ouais. Alors, chers téléspectateurs, amoureux de la littérature, vous l'avez entendu et vous le suivez très bien avec le temps de l'auteur, Steve Aganzé. Même son temps est rempli d'empathie. Donc on comprend qu'il lui-même, il est emporté par son œuvre. Il a dit, on vient de le découvrir tout à l'heure, que Bahari Boura signifie bel océan tranquille. Ça montre ce qui est calme, ça montre ce qui est pacifique. Alors, je vous le préviens, lorsque vous lirez ces livres, vous aurez cette impression. Bahari Boura, c'est une jeune fille. Alors, quand vous la voyez, vous l'aimerez. Vous l'aimerez. Il y a même des extraits où vous verrez Bahari Boura. Et avec des enfants, elle est en train de regarder ces enfants-là. Ces enfants-là la regardent comme étant peut-être un espoir, quelqu'un qui est bien. Ça nous arrive à nous tous de circuler. Nous marchons, nous croisons quelqu'un. Nous admirons telle voiture, on admire tel monsieur, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bahari Boura, c'était comme ça vers ces enfants-là. Les enfants lui parlaient, elle aussi était là. Mais l'auteur Steve Aganzé a su nous communiquer le message intérieur de Bahari Boura.
malgré sa beauté, malgré sa quiétude, malgré ce côté pacifique, ce qu'il avait à l'intérieur, c'était vraiment, vraiment catastrophe. Alors, une toute dernière question. Dans Bahari Bora, malgré la violence, il reste une volonté de vivre. Alors, dites-nous, cher Steve Aganzi, qu'est-ce qui sauve encore l'être humain après la guerre? La justice, la mémoire ou l'amour? Parce que l'amour, elle a sauvé un enfant. Oui, c'est une question cardinale. Merci de me la poser. Ce qui sauve un être humain, qu'il ait vécu la guerre ou pas, qu'il ait été traumatisé ou pas, c'est la sensibilité. Gardez toujours cette capacité de ressentir le monde, de vivre, de découvrir la beauté par les petites choses, par cette force-là. Donc Bahari Bora, malgré tout ce qu'il a vécu, il reste sensible au monde qui l'entoure. La pluie, il dit, c'est sa mère. Il adore l'entendre chanter. Il adore le pétrichor lorsque tombent les premières gouttes de pluie de la saison. C'est comme ça. Et moi, de mon côté, je suis une personne sensible et fière de l'être. Parce que finalement, lorsqu'on perd notre sensibilité, on devient mort-vivant. Et j'en parle quelque part dans les textes. Il y a plusieurs morts-vivants au Congo, à Kinshasa, les gens qui perdent leurs nerfs pour rien, le soleil, les embouteillages. Tout nous pousse à perdre notre humanité, notre sensibilité, notre empathie. Mais finalement, il faut lutter, parce que vivre, c'est lutter, et c'est une grâce. Très très bien, chers téléspectateurs, Bahari Bora, prix littéraire Voix de la vocation. Voici le livre, c'est un joyau littéraire. Alors, le prix de la vocation, pourriez-vous nous en dire un peu? Parce que là, on voit sur l'écran. Ça, c'est la cérémonie, oui. La cérémonie de la remise de ce prix. Alors, ces prix, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Disons un peu en passant. Ouais. Là, on voit, on vous ovationne, vous recevez ces prix. C'était en France, en quel mois? C'était en France. Il y a eu 2 cérémonies. La première, c'était en septembre, lorsque j'ai appris que j'étais le lauréat. Vous avez sursauté? Oui, bien sûr, j'ai sursauté. Et la seconde, c'était en décembre, La date? le 8. Ah oui, le 8 décembre. Le 8 décembre, au théâtre Marigny, à Paris. Ouais. Donc, le prix, il y a 30 prix de la vocation. Ok, et 30. Pour moi, c'est le prix littéraire de la vocation. Ah, d'accord, j'ai bien mentionné, littéraire de la vocation. Oui, il y a les amis qui sont là. Je reconnais certains, d'ailleurs. Dans tous les domaines, les jeunes de moins de 30 ans qui je ne vais pas exceller, mais qui sont prometteurs, voilà, prometteurs dans leur domaine. Et moi, c'est la littérature, et je suis particulièrement heureux, heureux de recevoir ce prix-là, parce que c'est un encouragement, et quand je vois les membres du jury, Eric Orsena, Kauter Adimi, Christophe Kono, Dibio, des gens que j'ai toujours admirés, et qui lisent mon texte, ça fait plaisir, c'est inestimable. Mais je crois avec un peu de recul, on n'écrit pas pour les prix littéraires. Évidemment. Oui, et un écrivain qui écrit pour les prix ou pour les récompenses a 1000 chances de finir seul, isolé, détestant son éditeur, les journalistes, les critiques. Finalement, la littérature, c'est plus grand que tout ça. Lorsqu'on dit, vous savez, on peut écrire un livre par ennui et le publier par caprice. On le voit de nos jours. Mais on ne devient pas écrivain par caprice, encore moins parce qu'on s'ennuie. La littérature, elle est plus grande que tout ce qu'on connaît. Et lorsqu'on parle de souffle littéraire, je crois, quelque part, on dit la littérature, il faut un souffle parce qu'elle-même pompe notre âme, quelque part. On ne peut pas écrire un livre, le finir, le publier et rester le même, non, c'est impossible. Ça change énormément. Et donc la littérature transforme absolument ce
qu'ils l'écrivent? Parce que vous suivez la littérature, Mais oui, elle vous transforme. c'est une chimère quelque part et elle nous transforme parce qu'on découvre, on apprend à se connaître, à connaître l'autre, à avoir 1000 vies en une. Et ça transparaît finalement. Alors, c'est en soi une expérience vécue avec la littérature, cette demoiselle et voilà, qui vous transforme quand vous croyez l'avoir rencontrée, voilà, et il vous transforme aussi. Ça, c'est vraiment une très belle expérience que Absolument, vous il devez partager avec nous. transforme l'écrivain ou l'auteur et le lecteur. Personne n'est indemne. Quand qu'il plonge dans ce fleuve qui est littérature. Merci Steve Aganzé. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement parlé d'un roman, nous avons parlé de ce que la guerre laisse derrière elle. Évidemment, des corps, des silences et des vies qui essaient encore de tenir debout. Et peut-être que la littérature sert aussi à cela, empêcher que certaines douleurs disparaissent dans l'oubli. C'était Les mots en liberté, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. À la prochaine.